Il s'agit du dernier escapé de l'âge d'or de l'hôtellerie niçoise encore en activité, sur près de 140 hôtels que comptait Nice à son apogée. L'hôtel Negresco, pour la ville de Nice, est exactement ce que la Tour Eiffel est à Paris et ce que Paris est pour le monde. Le symbole. Le Negresco fait rêver les chefs d'État du monde entier, non seulement l'élite sociale, mais également les plus grands artistes. Cocteau, on peut évoquer Salvador Dali, Macartney, qui d'ailleurs ici va écrire une de ses chansons. Construit en 1909 face à la mer le long de la promenade des Anglais, le Negresco mesure 65 mètres de long sur une vingtaine de mètres de haut. Les 5 étages comptent 91 chambres et 34 suites, dont chacune a la vue sur mer. Au rez-de-chaussée, 3 boutiques, 2 restaurants et un piano-bar. Le Negresco est un petit chef-d'œuvre architectural agrémenté d'un décor extrêmement à l'avant-garde pour 1912. Ce style Louis XVI, c'était le sommet du chic. L'établissement se veut remarquable. Cette coupole, tout le monde la reconnaît. Elle est un emblème pour la ville. Elle est un logo, presque. Le commanditaire de ce joyau architectural s'appelle Henri Negresco. Henri Negresco est le roi des hôteliers niçois. Il est un peu mystérieux, ce Henri Negresco. D'abord, il ne s'appelait pas Negresco, bien entendu. Il s'appelait Negrescu. En français, la terminaison co était plus élégante. Donc, il a changé de nom. Né en 1868 à Bucarest, ce fils d'aubergiste roumain devient, après une carrière sans faute dans l'hôtellerie, l'un des grands prêtres de la vie mondaine française. Henri Negresco, comme beaucoup de ces grands hôteliers de l'époque, s'est fait par lui-même, parti de la base. C'est un maître d'hôtel qui non seulement connaît son métier, mais connaît sur le bout des doigts les exigences de sa clientèle. Et c'est dans ce sens-là que Negresco était un génie. Grâce à son entre-gens et à sa manière subtile de recevoir, Henri Negresco navigue avec aisance dans l'univers proustien de la Belle Époque. Henri Negresco fréquente toutes les élites sociales, mais également les élites économiques. Bien entendu, il utilise son activité professionnelle pour se faire un carnet d'adresses, et c'est pour cela qu'il peut se lancer dans l'aventure de l'hôtellerie, parce qu'il sait qu'il sera suivi. Seulement pour concurrencer les grands hôtels de Nice, Henri Negresco doit imaginer un palace hors norme, où chaque client aura le meilleur de la technologie et du confort de l'époque. Il fallait faire au Negresco mieux qu'au Majestic, dont la salle à manger était considérée comme le net plus ultramondial, mieux que l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, et bien entendu, beaucoup plus grand que l'hôtel Ruhl. Chaque nouveau palace créé dépasse le précédent et il va se jeter dans cette course en avant. Pour cela, le jeune hôtelier va faire appel à une sommité du monde de l'architecture. Negresco, pour construire son hôtel, fait appel à une star, à une personnalité d'architecture française, Édouard Niermans. On lui doit, en 1907, l'hôtel Savoy de Fontainebleau, qui a été un magnifique palace. Et c'est lui qui va reconstruire complètement l'hôtel du Palais à Biarritz et la transformation de l'hôtel de Paris à Monte-Carlo. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a fait ses preuves en matière hôtelière. Les deux hommes se lancent alors dans un tour d'Europe d'une durée de 2 ans, en quête de ce que l'hôtellerie mondiale offre de mieux, avec la folle ambition de la dépasser. Le projet du Negresco est presque pharaonique. C'est un budget de 5 millions de francs or. Ça fait quelque chose comme plus de 100 millions d'euros, ce qui n'est pas totalement rien. Donc, il va chercher des fonds, il va user de ses relations et de ses amis capitalistes pour l'aider à un montage financier. Les fonds enfin rassemblés reste un défi de taille. Trouver un terrain libre, suffisamment grand et bien placé. En ce début du XXe siècle, la clientèle des palaces de la Riviera se lasse des établissements situés sur les collines. Un atout pour le projet naissant de Negresco.
C'est terminé, les grands hôtels sur les collines, à partir des années 1905-1910. Plus vous avancez au début du XXe siècle, plus c'est le bord de mer qui va devenir l'essentiel. La vue de la mer attire. Et puis, c'est l'axe de prestige de la promenade des Anglais qui attire aussi. La plus belle promenade du monde. C'est déjà écrit. Le choix du terrain du futur Negresco se porte donc sur une parcelle de 6500 mètres carrés face à la mer, dont le palace doit étroitement épouser les contours afin d'en optimiser l'espace. Dans cet investissement capitaliste, il faut ne rien négliger, c'est-à-dire qu'on va exploiter le terrain au maximum et on va donner à cet établissement une forme particulière en îlot, centré sur une sorte de cour centrale. L'édifice, dessiné par Édouard-Jean Niermans, prend la forme d'un losange, composé de 4 corps de même hauteur, entourant une large cour intérieure elliptique reliant des rotondes. Le Negresco est un petit chef-d'œuvre architectural. Vous avez l'impression que c'est un carré. C'est absolument pas le cas. Niermans sait parfaitement dissimuler un terrain qui n'est pas tout à fait facile avec une construction qui en impose. L'architecte et le maître d'ouvrage veulent faire rentrer un maximum de chambres dans un minimum d'espace. Et d'ailleurs, c'est la première fois que là, pour augmenter le nombre d'étages, on réduit la hauteur sous plafond des chambres. Objectif affiché, 400 chambres sur 5 étages. Un défi. Le 2 septembre 1911, le chantier débute. Les sommes engagées imposent à l'architecte un rythme de construction effréné. L'hôtel doit impérativement ouvrir la saison suivante. Donc le temps du chantier doit être raccourci au maximum et les procédés de construction sont choisis à propos. Dans ce choix de la modernité et de l'efficacité de la construction intervient le béton armé. Le béton armé est un mélange de sable, de granulats et d'eau agglomérée par du ciment, dans lequel des armatures métalliques sont ajoutées afin de le renforcer. Pour le Negresco, le béton armé présente des avantages, à savoir une rapidité d'exécution, un moindre coût, un caractère incombustible. C'est aussi un procédé adapté aux tremblements de terre. Et l'emploi de matériaux à la pointe du progrès à l'époque ne s'arrête pas là. On va voir intervenir également pour les plafonds la technologie du béton armé transposée avec des briques et une armature métallique. Et une dernière innovation, c'est le toit terrasse en ciment volcanique, réputé imperméable, contrairement à ce qui se faisait jusqu'à présent.